Alors, nous accueillons maintenant le Père Thomas. Donc, Père Thomas, on m'a dit qu'il était un habitué voilà, de ces colloques. Donc, le Père Thomas est prieur général de la communauté Saint-Jean. Il est docteur en philosophie de la Sorbonne, à Paris. Il a enseigné cette même matière, la philosophie, à l'Université catholique d'Afrique centrale, puis aux États-Unis, pardon. Il continue aujourd'hui d'enseigner la philosophie et la théologie dans les maisons d'études de la communauté Saint-Jean et participe régulièrement, comme je l'ai dit d'emblée, à ce colloque annuel de philosophie. Père Thomas, merci. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, c'est toujours une joie de venir chaque année ici pour ce colloque, de retrouver les uns et les autres qui deviennent progressivement des amis. Alors, j'espère que vous êtes encore capable d'écouter quelque chose après toutes ces... On aurait dû distribuer des Red Bull, des trucs complètement énergétiques à la pause. En tout cas, essayons quand même de continuer sur ce thème de la famille. Je vais prendre le point de vue de la parole dans la famille. On en a parlé ce matin, Mathieu en a parlé, Thomas aussi. On va parler justement du fait que la famille est structurée autour de la parole. La communauté en règle générale, vous voyez, ça vient très tôt d'ailleurs, la parole. Ça commence par le cri avant d'être articulé sous forme de mots. Il y a une étude qui a été faite dans les années 44 à 50, qui a été assez longue, une étude organisée par le Comité juif américain pour essayer de comprendre pourquoi un grand nombre de pays européens avaient été séduits dans les années 30 par le fascisme ou par l'antisémitisme. Ces deux philosophes, Adorno et Horkheimer, qui avaient été chargés de faire cette étude, et ils ont publié un ouvrage de plus de 1000 pages qui résume leurs conclusions, qui s'intitule « Études sur la personnalité autoritaire ». Après plusieurs centaines de pages, ils dégagent deux types de personnalités, la personnalité autoritaire et la personnalité démocratique, et montrent comment des pays deviennent soit l'un, soit l'autre. Et ils réfléchissent dans le reste de leur étude sur les conditions pour entraîner une personnalité autoritaire ou une personnalité démocratique. Et leur conclusion, c'est de dire que tout dépend du bain lingagier dans lequel on a évolué, dans sa famille. C'est-à-dire que la manière de parler en famille détermine ensuite la personnalité d'un pays. Alors, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille pour réfléchir sur le rapport entre la parole, la famille et la société. Le bien vivre ensemble suppose de bien parler ensemble. Le philosophe Alain, philosophe français, disait « Qui n'a point réfléchi sur le langage n'a point réfléchi du tout ». Alors, c'est peut-être exagéré de dire les choses comme ça, mais je dirais peut-être que qui n'a point réfléchi sur le langage en famille n'a peut-être pas réfléchi suffisamment sur la relation entre la famille et la société. On vivra en société comme on a parlé en famille. Voilà l'idée en tout cas de Adorno et Horkheimer. Alors je vais essayer de la développer en deux parties. Dans une première partie, je voudrais fonder cette thèse selon laquelle la parole fonde la vie commune, en m'appuyant simplement sur des auteurs traditionnels. Et puis j'essaierai de montrer 5 déclinations, 5 manières de déclinaisons plutôt, 5 manières de décliner cette idée selon laquelle tout dépend de la parole. En tout cas, beaucoup dépend de la parole. Alors la première partie, donc, langage et politique. On a beaucoup insisté sur le langage au XXe siècle, aussi bien chez des structuralistes que chez des psychanalystes comme Lacan, aussi bien dans la phénoménologie, avec Gadamer, avec Heidegger. On a, sous toutes les formes, travaillé sur le langage. C'est une des caractéristiques de la philosophie du XXe siècle. Mais c'était déjà le cas chez les anciens, chez les Grecs notamment, qui sont les inventeurs de la démocratie et de la rhétorique. Fénelon disait, chez les Grecs, tout dépendait du peuple, et le peuple dépendait de la parole. Donc ce n'est pas nouveau. Tout dépendait du peuple, donc il s'agissait d'une démocratie. Vous savez que le pouvoir par le peuple se dit la démocratie, le pouvoir du peuple. Et puis le peuple lui-même dépendait du langage. Il y avait l'aéropage, il y avait les lieux où on pouvait s'exprimer, parler, etc.
Aristote, donc quelques siècles avant Jésus-Christ, essaye de montrer que la parole est le fondement de la politique. Il le dit au début de son grand ouvrage sur la politique. Il dit « Il est évident que l'homme est un animal politique ». On connaît cette expression. Plus que n'importe quelle abeille et que n'importe quel animal grégaire, car comme nous le disons, la nature ne fait rien en vain, or seul parmi les animaux, l'homme a un langage. Pourquoi l'homme est-il un animal politique ? Parce qu'il a un langage. Certes, la voix est le signe du douloureux et de l'agréable, aussi la rencontre-t-elle chez les animaux. Leur nature, en effet, est parvenue jusqu'au point d'éprouver la sensation du douloureux et de l'agréable et de se le signifier naturellement. C'est vrai que là, on sait au point de vue des animaux qu'il y a des choses extraordinaires. Le singe vert, par exemple, a des cris différents pour indiquer que c'est un python qui arrive ou que c'est une panthère. Alors, selon les prédateurs, si c'est un prédateur qui risque de monter aux arbres, il y a un certain cri. Si c'est quelqu'un qui ne monte pas aux arbres, le cri est différent. Mais à chaque fois, c'est lié à des situations de danger, c'est lié à l'instinct de survie. Et Aristote dit « Mais le langage existe en vue de manifester l'avantageux et le nuisible, et par suite le juste et l'injuste. » Ça, les animaux font pas ça. Il y a en effet qu'une chose qui soit propre aux hommes par rapport aux animaux, le fait que seul il ait la perception du bien, du mal, du juste, de l'injuste et des autres notions de ce genre. Or, avoir de telles notions en commun, c'est ce qui fait la famille ou une cité. Qu'est-ce qui fait la famille ? De s'échanger ce qu'on considère comme juste et injuste, nuisible et utile, bien et mal. On dit en communauté avoir voix au chapitre. Un frère a voix au chapitre. Il est prophète perpétuel de la communauté. Il a le droit de dire ce qu'il considère comme étant bien ou étant mal pour sa communauté. Avoir droit au chapitre. C'est-à-dire, j'ai droit de parler. Et ma parole construit la communauté, parce que je dis ce qui me semble bien ou mal. Alors, saint Thomas d'Aquin a commenté ce passage, et il a une très jolie expression. Je vous lis son commentaire rapidement. Le langage humain peut dire l'utile et le nocif, et signifier ainsi le juste et l'injuste. La justice réside en effet dans l'adaptation du bénéfique à chaque situation. Le langage est donc propre à l'homme parce que seul parmi les animaux, il connaît le bien et le mal, et par voie de conséquence l'injustice ou les notions de ce genre, et qu'il peut s'exprimer par le langage. Comme ce pouvoir lui a été donné par la nature, afin de partager avec ses pairs ses positions sur l'utilité, la justice ou toute autre considération de ce type, et que la nature ne fait rien qui déçoive, il est naturel aux hommes de mettre en commun leurs avis. Mais cette communication constitue le fondement même du domaine et de la cité. Aussi l'homme est-il naturellement un animal familial et citoyen. J'aime bien cette expression. On dit généralement l'homme est un animal politique, mais on trouve chez saint Thomas d'Aquin cette expression plus jolie. L'homme est un animal familial. Un animal qui vit en famille parce qu'il peut parler en famille. Oui. Donc là, c'est le premier point que je voulais essayer d'établir, à savoir que la famille se constitue sur la manière dont on parle ensemble. Si on est chacun... oui, par exemple, aujourd'hui, il y a moins de repas en commun. C'est dommage. Le repas était le lieu où on socialisait, où on parlait, et on s'échangeait nos vues sur ce qu'on a passé dans la journée, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal. Maintenant, tout le monde est dans sa chambre. Zygmunt Bauman, ce fameux sociologue polonais, dit que chacun est dans son bunker. La famille aujourd'hui ressemble à une espèce de bunker ensemble. Chacun est dans sa chambre avec sa télé, son vidéogame, etc. Et on parle moins. Ou éventuellement, d'une chambre à l'autre, on s'envoie un email. Alors que la famille se construit sur l'échange, sur le dialogue. Et c'est ça qui va faire que progressivement, on a des mœurs selon justement les caractéristiques du langage que je vais développer maintenant. Je voudrais décliner ce thème de 5 manières en regardant combien la parole est nécessaire à l'équilibre psychologique, premier point, combien elle est nécessaire à l'accès à la culture, deuxième point, à l'accès à la loi, troisième point, à l'accès à la morale et à l'accès à l'amour. Donc vous voyez que
de la manière dont on parle vont dépendre plein de choses nécessaires à la vie sociale. L'équilibre psychologique. Il vaut mieux avoir des citoyens bien équilibrés psychologiquement plutôt que détraqués. Eh bien, l'équilibre psychologique se bâtit déjà dans la famille. Je vais le prendre par la négative. Vous avez des psychologues qui ont étudié à l'école à Palo Alto, en Californie, qui ont étudié sur les paroles familiales, comment on parle à l'intérieur de la famille. Le docteur Thomas Koning, ce matin, il faisait allusion à l'effet double bind, ce qu'on appelle l'injonction paradoxale, montrant combien il y a des types de paroles intrafamiliales qui détruisent les gens et qui les poussent à la schizophrénie. Alors l'exemple qui nous était donné ce matin, c'est l'exemple de la maman qui dit « Ah, mon petit chéri », mais avec une telle manière qu'on entend « Je ne t'aime pas ». En train de dire « Mon petit chéri, viens ». Et une manière de dire où c'est contradictoire. Tu m'appelles mon petit chéri, mais je ne sens que de l'agressivité dans ta manière de le dire. Ou le père qui dit à son fils « Mais sois un peu spontané quand même ». Il fait comment ? On me donne l'ordre d'être spontané. C'est intrinsèquement contradictoire. Alors, une fois comme ça, ça passe. Mais quand c'est toute la journée, il y a des gens comme ça, on appelle ça des manipulateurs, des pervers narcissiques, quelque chose d'assez grave finalement, qui passent leur temps à vous envoyer des petites choses comme ça, où votre réponse est forcément la mauvaise. Un père qui dit à sa fille « Tu n'as aucune affection à mon égard ». Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle lui saute au cou, alors il est tout raide, elle l'embrasse, mais lui, il est tout raide, elle se sent super mal. Ou alors, elle fait rien, et elle se sent super mal. Dans les deux cas, effet double bind, quelle que soit sa réponse, c'est la mauvaise. À ce moment-là, la fuite, c'est dans la schizophrénie. Je quitte ce monde pour m'en inventer un autre, parce que ce monde me rend dingue. Alors, ça, c'est par la négative. On voit combien, à l'intérieur même de la famille, quand c'est répété des centaines de fois sur une éducation, on peut rendre des gens complètement dingues. À l'inverse, la parole bénéfique, la parole qui construit, un père qui dit à son fils « J'ai confiance en toi, je sais que tu peux le faire, et t'inquiète pas, si t'arrive quelque chose, je suis là. » Le type, il en a 20 ans. Il en a pour 20 ans de souvenir que son père lui a dit ça un jour. Et les paroles valorisantes, les paroles d'affirmation. Il y a 3 grands sentiments du moi au point de vue psychologique. Il y a un philosophe suisse qui s'appelle Charles Audier qui a très bien montré ça. Vous pouvez avoir un sentiment du moi négatif par rapport à votre passé, c'est la culpabilité. Il y a des gens qui vous culpabilisent. Les États-Unis disent toujours, sont très sensibles à ça, et disent « Don't give me a guilt trip ». Ne me donne pas un voyage culpabilisant, a guilt trip. Mais il y en a, ils vous culpabilisent tout le temps. L'inverse de la culpabilisation, c'est la valorisation. Ce que tu as fait, c'est super. Bravo. Une parole comme ça, un père qui dit ça à son enfant, ça y est, il se sent bien. Les paroles d'autonomie. Je te donne ton autonomie. T'inquiète pas, tu es libre. Ou alors, au contraire, l'aliénation. Le sentiment négatif d'aliénation. Je ne suis jamais moi-même en la présence de mes parents. Je suis moi-même à l'école avec mes copains, mais dès que je suis à la maison, je suis un autre. Aliénation, ça vient de alius en latin. Je suis autre. Vous savez, quand vous êtes en face du patron, ou les novices qui sont en train de parler dans le couloir, qui se racontent leurs vacances, le père maître passe, puis tout d'un coup, il disent donc la métaphysique, oui, c'est super important. Alors qu'ils étaient en train de parler du match de foot. Je suis autre en face de l'autorité, sauf si l'autorité me rend libre, j'ai pu à être autre, je suis moi-même, puis point barre. Vous voyez, la parole qui permet à l'autre d'être lui-même. Tu n'as pas à jouer un personnage. Normalement, en famille, c'est ça. En famille, on enlève le masque. C'est pour ça que vous allez avoir des gens dire « Ah, c'est bizarre. Mon mari au travail, tout le monde me dit que c'est un super-héros. Et moi, je le vois au quotidien, c'est un super-zéro surtout. » Comment se fait-il qu'on a la face officielle et puis chez soi? Et puis il y en a, ils sont le même partout. Et on sent une autonomie personnelle qui fait qu'ils n'ont plus besoin de jouer un personnage, ils sont eux-mêmes. Un enfant a besoin de paroles pour l'aider à être lui-même. Et puis ensuite, sur le futur, les paroles d'espérance.
Si on a des gens toujours pessimistes, oh là là, le monde va mal, en 2016, 2015, c'était terrible. Vous savez, le proverbe serbe, c'est un humoriste qui a comme ça, proverbe serbe. Notre passé était épouvantable, notre présent est terrible. Heureusement, nous n'avons pas d'avenir. À ce moment-là, vous êtes bien, c'est bien l'affaire. Alors là, vous êtes, y a des gens, ils sont comme ça. Il y a des gens, dès que vous leur parlez, ils sont anxiogènes, quoi. Vous dites, oh là là, ça allait mieux avant de lui parler. La parole construit, la parole crée de l'espoir. Et il y a des gens, les États-Unis encore diraient, they lift up your spirit. Ils vous mettent une espèce de, ils élèvent votre âme, ils ont de la joie à revendre. Il fait bon vivre à côté de gens comme ça. Vous voyez, rien qu'au niveau psychologique, si on avait un instrument pour mesurer ce qui se passe quand une parole m'est donnée, de même que pour les tremblements de terre, on mesure les choses. Vous voyez le plus et le moins. Et vous verriez qu'à chaque fois que vous parlez, l'aiguille bouge. Vous dites « Ah, merci, madame ». Hop, l'aiguille a bougé un peu vers le plus. Pas beaucoup, mais un petit peu. Si un père dit à son fils « J'ai confiance en toi », beaucoup vers le plus. Parole négative, quel temps pourri aujourd'hui. Hop, un petit peu vers le moins. Parole très négative, une grosse insulte. On est complètement vers le moins. En fait, dès qu'on parle, ça a un impact. Et comme on passe son temps à parler ensemble, spécialement en famille, on crée progressivement une personnalité épanouie psychologiquement ou non épanouie psychologiquement. La parole a un effet psychologique. Deuxième point, la parole est porteuse, on le disait ce matin en citant Gadamer, est porteuse d'une culture. C'est vrai que si on pouvait voir tout ce qu'il y a de culturel dans une parole, quand vous parlez différents langages, c'est vrai que parfois vous avez besoin, il y a des expressions que vous ne trouvez pas. Je viens de le faire par exemple, je disais « they lift up your spirit », ça ne marche pas en français. Il vous élève l'âme, ça ne sonne pas de la même manière. John tout à l'heure me disait que ses enfants, le matin il se lève et il fait « questo guy m'énerve ». Donc ils sont trilingues, italien, questo, guy c'est américain, c'est anglais, m'énerve c'est français. Et vous me disiez que quand vraiment ils sont en colère, ils se parlent français. Donc ça sonne mieux, les insultes sonnent mieux en français, semble-t-il. La langue des gens énervés. L'anglais, c'est la langue du feeling. Il y a des choses, on ne peut pas traduire toutes les expressions idiomatiques, il y a des choses qui sont typiques de l'anglais. Chaque langue est porteuse d'un génie. Des mots ont été choisis pour nommer des bruits, par exemple, le vrombissement de quelque chose, le grondement du tonnerre. Tous ces mots-là, ça a été formé par des années de... Et nous, on arrive, on reçoit ça à la naissance, la langue maternelle, que la maman n'a pas inventée. Elle l'a reçue de ses parents, elle l'a reçue. Donc, j'hérite d'une langue qui me fait entrer dans une tradition, tout de suite, un patrimoine, une culture, un héritage. Apprendre une langue, c'est bénéficier d'une richesse accumulée, des ressources infinies du vocabulaire et de la syntaxe, des expressions idiomatiques, des nuances, des synonymes, des expressions qui sont passées de génération en génération, qui ont été travaillées. Et donc, on a une responsabilité à l'égard de la langue. Apprendre une langue à un enfant, c'est le faire entrer déjà dans une culture. C'est une responsabilité par rapport au langage, de même qu'on a une responsabilité par rapport à l'environnement. On est aussi des passeurs de mots pour les générations suivantes. Et il faut continuer de faire en sorte que les mots aient du sens. On demandait à notre fondateur, le fondateur de notre communauté, le père Marie-Dominique Philippe, un jour on lui a fait un questionnaire de Proust avec différentes questions. Si vous étiez un animal, vous seriez quoi ? Il avait répondu moi-même. Si vous étiez... Enfin voilà, plein de questions comme ça. Alors il a dit, si vous étiez un homme politique, quelle serait la première chose que vous feriez ? Il avait répondu, redonner du sens aux mots. Et la politique est fondée sur la parole. Et quand progressivement on veut changer une politique, on change le sens des mots. Prenez euthanasie, par exemple, la bonne mort. Oui, progressivement, on vous fait avaler des choses en changeant déjà les mots. Alors, troisièmement, apprendre une langue, parler en famille,
c'est le premier apprentissage du respect de la loi. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les premières lois que vous avez apprises, ce sont les lois syntaxiques, les lois de la grammaire, les règles de grammaire. Une des premières choses qu'on apprend à faire quand on apprend à parler, quand on arrête de balbutier, c'est de respecter des règles de syntaxe. Et l'apprentissage des règles de grammaire est sans doute une des premières expériences du respect de la loi. Il y a dans le langage d'un pays une sorte de contrat linguistique qui est présupposé au contrat social. Et si je ne veux pas apprendre les règles de la syntaxe et apprendre à bien parler ma langue, on me considère comme un barbare. C'est l'origine du mot barbare chez les Grecs, barbaroi, c'est ceux qui parlaient mal le grec, qui balbutiaient. Et donc je dois tout simplement, pour vivre en société, apprendre les règles tacites de la société, qui sont d'abord des règles syntaxiques. Et donc il y a une disposition par le langage au respect de la loi, parce que je respecte déjà les lois du langage. Et c'est mon intérêt, là, si je ne veux pas passer pour un barbare partout où je vais. Quatrièmement, la parole est tout de suite morale. C'est Georges Gusdorf qui dit ça. Le sens dernier de la parole est d'ordre moral. Seule une éthique peut faire l'unité des diverses manières d'approcher l'exercice de parler. Parce qu'en fait, la parole n'est pas pour le monologue. Quand je parle, c'est pour quelqu'un. Donc, dès que je parle, il y a rapport à autrui. Et donc, ma parole, elle est tout de suite respectueuse ou non respectueuse. Ma parole est une insulte, ma parole peut être un mensonge. Dès que je parle, il y a une dimension morale. Ça peut être une parole bienfaisante, une bénédiction, ça peut être une parole malfaisante, une malédiction. Dès que je parle, je suis dans un monde éthique. Et donc, un des premiers apprentissages de l'éthique, c'est l'apprentissage de bien parler. Très souvent, ça commence par l'apprentissage de la politesse. On dit à un enfant d'apprendre à dire merci. Au début, ce ne sont que des mots, mais progressivement, il y a un contenu. Et progressivement, il dit un vrai merci. Il apprend à vivre dans une attitude de gratitude plutôt que dans une attitude d'ingratitude, parce qu'on lui a déjà appris, on l'a déjà disposé par le langage. Alors là, il faudrait relire ce fameux chapitre 3 de l'Épître de Saint-Jacques. Je vais vous le lire d'ailleurs, tellement il est fort. On comprend aussi toute la difficulté. Je le donne souvent en pénitence, moi, en confession. Je ne sais pas pourquoi, ça doit revenir souvent, des gens qui s'accusent d'avoir dit du mal du voisin. Alors on leur dit, voilà, vous lirez chapitre 3 dans l'Épître de Saint-Jacques. Si quelqu'un ne commet pas d'écart de parole, c'est un homme parfait. Donc au moins ça déculpabilise. On est tous, c'est très difficile de bien parler toujours. Il est incapable de réfréner tout son corps. Il est capable, si quelqu'un ne commet pas d'écart de parole, c'est un homme parfait, il est capable de réfréner tout son corps. Quand nous mettons aux chevaux un mors dans la bouche, pour nous en faire obéir, nous dirigeons tout leur corps. Voyez encore les vaisseaux. Si grands qu'ils soient, même poussés par des vents violents, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré du pilote, la langue. De même, la langue est un membre minuscule et elle peut se glorifier de grandes choses. Voyez quel petit feu embrase une immense forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde du mal, cette langue placée parmi nos membres. Elle souille tout le corps, elle enflamme le cycle de la création, enflammée qu'elle est par la géhenne. Bêtes sauvages et oiseaux, reptiles et animaux marins de tout genre sont domptés et ont été domptés par l'homme. La langue, au contraire, personne ne peut la dompter, c'est un fléau sans repos. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture le doux et la mer? Un figuier, mes frères, peut-il donner des olives et une vigne des figues? L'eau de la mer ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Oui, le pouvoir de la parole. Le blasphème. On aurait dû en parler davantage tous ces temps derniers, à l'occasion de Charlie Hebdo, etc. Un dessin, c'est aussi une manière de s'exprimer. La parole peut être blasphématoire, la parole peut être une insulte.
Ça ne légitime en aucun cas cette spirale de la violence qui fait que la réponse est disproportionnée par rapport à l'insulte, bien sûr. Mais une parole n'est pas neutre axiologiquement. Une parole a un contenu éthique. Alors le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est la parole d'amour. Puisque nous sommes au cœur de la famille, la parole la plus essentielle, c'est la parole d'amour. Un mariage est constitué par un « je t'aime ». Un mariage est constitué par « oui, je te choisis pour la vie », une promesse. Un mariage est nourri par des paroles affectueuses. Alors je voudrais justement développer ces 3 points. Au fond, la famille comme le lieu du secret, le lieu de la confidence, le lieu où on peut justement enlever le masque et être soi-même. La famille comme le lieu de la parole amicale et la famille comme le lieu de la promesse. Alors la confidence, le secret si vous voulez. Je pars d'une citation de saint Thomas d'Aquin qui dit « Le propre de l'amitié, c'est de révéler ses secrets à son ami. En effet, l'amitié conjoint les sentiments et fait pour ainsi dire de 2 cœurs un seul, si bien que ce que l'un révèle à son ami ne paraît pas s'éloigner de son cœur. » Comme il est important entre époux de se dire leurs secrets. C'est l'ami qui peut être un confident. Le plus grand cadeau que je fais à un ami, c'est de lui faire une confidence. Je ne le dis qu'à toi. Et celui qui intéresse vraiment, qu'est-ce qui touche un ami? C'est que tu me dis des choses que tu ne dis qu'à moi. L'ami pourrait dire « Parle-moi de toi ». Tout le reste, tu peux le dire aux autres, mais je voudrais être pour toi l'homme à qui tu peux parler de toi. Je voudrais être pour toi celui à qui tu peux parler de toi. Et ça, c'est la véritable amitié. L'amitié qui fait que à toi seul, je dis cela, parce que tu es mon bien-aimé, parce que tu es ma bien-aimée, parce que tu es mon ami. Alors c'est très important, parce que sinon on souffre terriblement de solitude. On peut souffrir de solitude dans sa propre famille si on ne se confie jamais. On peut vivre en inconnu l'un pour l'autre. C'est dramatique parce que la famille est l'antithèse de ça normalement, est faite pour cette nudité qui est physique entre époux, mais qui est bien plus grande, la nudité de l'âme, où je me livre vraiment à toi. Rilke, le poète, dit « J'éprouvais sans cesse le désir de livrer ma solitude à un être, de la mettre sous sa protection. » Sinon, on reste seul. J'ai besoin de mettre ma solitude sous ta protection. Pourquoi ce besoin d'extérioriser ce qu'on porte en nous? Pourquoi ce besoin de se faire vrai devant quelqu'un? Pourquoi cette nostalgie de transparence que nous portons tous? Ce besoin d'être nu devant quelqu'un et de n'en avoir pas honte, pour reprendre l'image de la Genèse. Pourquoi le besoin d'être écouté, reconnu, entendu? Est-ce que ça vient d'une imperfection de notre nature ou d'une perfection de notre nature? Et la hantise d'une union idéale, d'une confidence absolue, d'une confidence si parfaite qu'elle effacerait le sentiment de solitude que je porte en moi. Il y a dans la promesse faite à Adam et Ève quelque chose qui n'est jamais accompli. Ils ne feront qu'une seule chair. En fait, non. C'est ça qui est terrible. Il y a un désir de ne faire qu'un et on ne fait jamais qu'une seule chair. Même les plus amoureux des amoureux ne font jamais qu'une seule chair, sauf les cannibales. Là, il y a moyen de faire qu'une seule chair, mais ça se termine en même temps. Par contre, on a l'impression que par l'esprit, ça peut aller plus loin, parce que c'est immatériel. Je vais te communiquer quelque chose de spirituel sur moi-même que tu vas porter. À ce moment-là, on sent comme si par la parole, je dépassais encore le don des corps. Qu'est-ce qui va le plus loin, le don des corps ou la confidence? C'est pas si facile, hein, à moins qu'on dise que le don des corps est une confidence, ce que je crois. Et en même temps, c'est difficile parce qu'on reste soi-même. Nous sommes solitude, disait aussi Rilke. Rilke est un poète qui a été hanté par le désir de la confidence et le drame de la solitude. Comment se dire soi-même? Déjà, je ne suis pas sûr que je vais te dire quelque chose de vrai. Des fois, on hésite. La difficulté qu'un époux a à dire à son épouse « je t'aime ». Est-ce que je suis vrai?
Est-ce que je peux encore le dire en vérité? Et on voit ça parfois dans un couple. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas dit « je t'aime ». Un mari récemment me disait « j'arrive plus à lui dire ». Quand elle me le dit, je peux le dire moi aussi. Mais je n'arriverai pas à avoir l'initiative. Et il l'aime, je sais qu'il l'aime. Mais des fois, on peut se demander est-ce que je suis vrai avec ce que je dis? Ou est-ce que je m'invente des histoires? Vous voyez, à force de se raconter, on peut se raconter comme un tiers. C'est Kierkegaard qui dit ça. À force de confidence, on en vient rapidement à parler de soi comme d'un tiers. La fameuse identité narrative de Paul Ricoeur. Moi, j'ai des problèmes avec ça. Est-ce que vraiment c'est la parole définitive sur l'identité personnelle? Paul Ricoeur insiste sur le fait que j'ai besoin de me raconter à moi mon histoire pour dire « je suis ». Mais parfois, je me raconte des histoires. Je finis par croire à mon histoire et ça ne correspond pas vraiment au réel. Ce n'est pas si facile de dire à l'autre qui je suis. Des fois, on lui dit qui je crois être ou que je voudrais être. Je finis par croire que je suis ce que j'aurais voulu être. Enfin, c'est compliqué tout ça. Et puis, comment trouver un véritable confident? C'est Nietzsche qui a été hanté aussi par la confidence. Il a trouvé une fois une confidente, Lou Salomé, qui a été la confidente. D'ailleurs, ça devait être une experte confidente. Il y a des gens comme ça, ils attirent les confidences. Lou Salomé était il y a des ouvrages qui ont été écrits sur elle. Des très grands noms de la philosophie se sont confiés à elle. Elle avait une espèce de capacité d'attirer les confidences. Et Nietzsche dit, j'admets, dit-il, il fait parler Zarathustra, j'admets, dit-il, qu'il existe des gens auxquels on a le droit de se confier. Hélas, mon Zarathustra cherche encore cet auditoire, il cherchera longtemps. Tout homme d'élite aspire instinctivement à se retirer dans le secret de sa tour d'ivoire, où il sera délivré de la foule, de la multitude, de l'humanité presque entière. Il y a toujours une espèce d'ambivalence. J'ai envie de me dire totalement... Et en même temps, c'est difficile parce que qui va recevoir ça? Qui pourra vraiment me recevoir dans ce que je suis? Je crois que la famille est le lieu par excellence où ça devrait être possible. On se connaît trop. Une maman va dire à son enfant, je te connais comme si je t'avais fait. De fait, tu m'as fait. Donc, mais en même temps, on l'a dit, c'est le bébé, on l'a fait, il est autre. Et viendra un jour où je découvre qu'en fait, je ne le connais pas, cet enfant. Il porte en lui un mystère, on n'avait pas prévu ça. Alors, justement, est-ce que lui, il a assez confiance dans ses parents pour leur dire qui il est? À vous qui m'avez fait, je vous dis moi qui je suis. Et la famille devrait être ce lieu de la confidence, puisque confidence, ça vient de confideo. Se confier, c'est profidere, de fido, se fier à. Confiance, confidence, confiance. Je peux me confier parce que j'ai confiance. C'est pour ça que c'est une marque d'amitié. Quand quelqu'un nous donne un secret, ça veut dire qu'il nous fait très confiance. Alors, qu'est-ce que c'est que la confidence? On va réfléchir au plan philosophique. C'est quoi une confidence? Est-ce que tout est une confidence? Est-ce qu'il suffit de dire à quelqu'un « je vais te dire un truc là, viens. » Est-ce qu'il suffit de chuchoter pour que ça soit une confidence? Vous voyez, si quelqu'un vous lui dites « viens, je vais te dire un truc, c'est que pour toi. Il fait beau aujourd'hui. » Ah oui, et come on. Tu te fiches de moi, tu m'as eu, hein. Ça, c'est pas sympa de me faire des trucs comme ça. Je pensais que tu allais me dire quelque chose, puis... Non, il fait beau aujourd'hui, c'est pas une confidence, c'est pas matière à confidence. Il y a confidence si je parle de mon vécu intime, de mon intimité. Hein, la matière de la confidence, c'est quelque chose que je considère, moi, comme étant quelque chose d'intime pour moi. C'est pas le même pour tous, d'ailleurs, hein. Il y en a, la religion est très intime. Tu sais, je suis catholique. Il y en a, si vous leur parlez en France spécialement, vous parlez de religion en France, il a l'impression que c'est du viol. Il y a une sorte de pudeur par rapport à la religion qui est extrême chez les Français. Il y en a d'autres, c'est la sexualité. Il y en a d'autres, ils parlent de leur sexualité sans aucune pudeur. C'est assez variable. Donc je dirais que le contenu de la confidence, c'est ce que moi, je considère comme étant intime et digne de pudeur. Donc je te le confie. Et puis, quel est le but de la confidence? Pourquoi je fais ça? Mais c'est pour faire grandir l'union entre nous. C'est une parole en vue que notre union soit de plus en plus effective. Ça noue l'amitié.
puisque je t'ai donné mon secret, notre amitié est de plus en plus nouée. C'est pour ça que c'est très important. Et vous voyez bien que la confidence en famille peut être le nœud de la famille, le vrai secret de famille. Il y a des faux secrets de famille qui sont dangereux. Les psychologues ont développé ce que peut être le faux secret de famille qui mine tout le monde. Vous savez, ce dont on ne parle jamais, qui est monstrueux, et ça transpire. Moins on en parle, plus c'est un silence assourdissant. Et donc ça, c'est des secrets très déstructurants. Mais si on prend le secret au sens de la belle confidence, au sens du fait qu'on laisse tomber les masques, la famille est le lieu éminent pour ça. Et à ce moment-là, ça construit des personnalités qui sont très proches les uns des autres et en même temps ouvertes. Ils ne sont pas aliénés par ces secrets. Alors, deuxième point, je vais un peu plus rapidement, c'est aussi le lieu de la parole amicale. On essaye normalement en famille de se dire des choses gentilles. Se dire bonjour, comment tu vas aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Alors les ados, il ne faut pas trop leur dire ça, parce que de toute façon, vous ne saurez rien de ce qu'ils ont fait dans la journée. Ça va, j'étais à l'école. Il ne va pas vous dire j'ai rencontré Jacqueline, je suis amoureux d'elle. Il dit non, ça va, merci. Et puis il va dans sa chambre. Alors, c'est le lieu quand même s'il fait ça, on va essayer de dire allez, bonne soirée. On va essayer de mettre de la gentillesse dans les paroles. On va essayer de se faire du bien les uns aux autres par la parole, par les compliments, par exemple. Ah, j'aime beaucoup la manière dont tu es habillé aujourd'hui, c'est super, merci. On va multiplier ces lieux de paroles positives pour que l'autre se sente bien. C'est ce qu'on promet le jour du mariage. Promettez-vous de vous chérir l'un l'autre pour le reste de vos jours. On va essayer de nourrir l'affectivité de l'autre par la parole notamment, en lui disant qu'elle est belle, qu'il est beau, qu'il est intelligent, qu'elle est intelligente, que sais-je. Ce qui va souligner les qualités de l'autre. Humilier quelqu'un, c'est souligner ses défauts. La moquerie. La différence entre l'humour et la moquerie. La moquerie, c'est caricaturer un défaut de l'autre pour le faire vaciller dans sa confiance. Déjà qu'il n'a pas beaucoup confiance en lui, je vais souligner par une moquerie, et après je lui dirai mais c'était pour rire. Sauf que ça ne me fait pas du tout rire. Et l'inverse de la moquerie, c'est le compliment de bonne aloi. Alors vous allez dire, ouais mais c'est de la flatterie. Il y a une différence. Saint Thomas dit, la flatterie, par opposition à l'amitié, est un excès d'intention de faire plaisir. Et saint Thomas est très précis là-dessus. L'intention de faire plaisir est bonne, elle fonde le rapport amical, mais le flatteur est en fait un faux ami, où il dit un ennemi agréable. Pensez au corbeau et au renard. Vous connaissez cette fable de La Fontaine. Nous, on l'apprenait à l'école. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tinte à peu près ce langage. Alors il le flatte, comme c'est un vulgaire corbeau, il lui dit qu'il est le phénix des forêts, et tout ça. Alors le corbeau n'en peut plus, ouvre la bouche, laisse tomber son fromage, et le renard part avec le fromage, et ça se termine. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y reprendrait plus. mais on l'y reprendra encore, parce que ça marche toujours, la flatterie. On s'est fait avoir une fois, 2 fois, et ça marchera encore. Parce qu'on est terriblement vaniteux, et donc dès qu'on nous flatte, on est content. Et on laisse tomber notre fromage. Alors, il y a aussi ça dans le livre d'Ézéchiel. Malheur à ceux qui confectionnent des coussins pour tous les coudes. Vous connaissiez ce verset de l'Écriture? Il est pas mal, hein? Malheur à ceux qui confectionnent des coussins pour tous les coudes. Ça veut dire, c'est une jolie expression pour évoquer la douceur de la flatterie. La fausse louange, le flatteur amollit les âmes, les détache de l'austère vérité et les porte au mal. Donc, une certaine affabilité normale, mais on doit aussi, dans la famille, parfois, avoir une correction fraternelle. Ne pas craindre toujours de faire de la peine à l'autre quand c'est nécessaire, comme si des parents ne voulaient jamais punir leurs enfants. Ben non, l'éducation va impliquer une certaine sanction. C'est le dernier livre de Don Bosco. Don Bosco, qui est quand même un saint éducateur, le dernier ouvrage qu'il a écrit, c'est sur l'art de punir.
Imaginez quelqu'un qui publie un jour un bouquin aujourd'hui sur l'art de punir. Sur tous les médias vont lui être sur le dos, on va dire que c'est un... Ben là, c'est un saint, c'est Jean Bosco, disant que c'est la pierre de touche de l'éducation, de bien savoir punir. Parce que c'est nécessaire. Il y a dans l'amitié, dit saint Thomas, une juste manière de se plaire et de faire des éloges. Mais il n'est pas permis de toujours vouloir réjouir l'autre. Parfois, pour éviter le mal, il faut attrister. L'éloge qui est dit pour faire plaisir doit être utilisé pour consoler ou faire grandir l'amitié ou faire grandir spirituellement. Il faut que tout soit finalisé. Je te dis des bonnes paroles parce que je veux faire grandir notre amitié. Mais si pour faire grandir notre amitié, il faut parfois que je te dise quelque chose qui ne va pas te faire plaisir, il me faut aussi te le dire. Et là encore, vous voyez que la parole fonde la vie sociale, fonde la famille. Dernier point, je terminerai sur ça. J'aurais pu commencer sur ça, puisque de fait c'est le fondement, la promesse. On entre dans le mariage, dans la famille, disons telle qu'elle est traditionnellement vécue, par une promesse. Je te choisis pour épouse, je te choisis pour époux. Alors que veut dire donner sa parole ? En quel sens donnons-nous notre parole ? Que donnons-nous quand nous donnons notre parole ? Promesse de mariage. Amiel, que vous connaissez peut-être, cet auteur de littérature dont on connaît surtout le journal, et qui n'a jamais voulu se marier, justement, ça lui faisait trop peur. Il dit « La promesse de mariage est l'acte décisif qui coupe la vie en deux moitiés. » Avant et après. Et il avait tellement peur de ne pas être fidèle qu'il n'a jamais voulu se marier parce qu'il disait « Mais moi, je peux décider de ne pas être fidèle, mais j'embarque quelqu'un dans mon infidélité. Donc, par respect pour l'autre, je ne vais pas lui faire ce mauvais coup. » Alors, on peut le comprendre, et en même temps, c'est terrible de dire ça. C'est peut-être ce qui se vit aujourd'hui. On ne croit plus à la fidélité, on a peur de l'avenir. Alors du coup, on ne fait plus de promesses. On voudrait faire un serment sans douter. Mais ça serait s'illusionner. S'il n'y avait pas d'imprévu, il n'y aurait pas de promesse. Je ne peux pas vous dire, je vous promets de vieillir, d'avoir un peu vieilli l'année prochaine. Ben oui, comme c'est nécessaire, je ne peux pas vous le promettre. J'ai qu'à le vivre, c'est tout. Je ne peux pas promettre quelque chose d'impossible, je ne peux pas promettre quelque chose de nécessaire. La promesse s'inscrit justement dans le fait que c'est possible, mais pas certain. Je ne sais pas si je serai fidèle, et c'est pour ça que je le promets. Et je le promets précisément parce que je ne le sais pas. Vous voyez, la promesse porte ainsi très explicitement sur une non-connaissance, une non-évidence. Alors pourquoi est-ce que je promets si j'ai des doutes ? Est-ce que ce n'est pas très imprudent ? Est-ce que ce n'est pas s'engager à l'aveuglette ? Quelle différence finalement entre promettre et parier ? Est-ce que la promesse de mariage, c'est un pari ? Je parie que je vais être fidèle. Non, je te promets que je vais être fidèle. C'est un peu différent, hein ? Ce n'est pas une manière de jouer sa vie comme à la roulette russe. Parce que c'est l'amour qui pousse à promettre. Promettre, c'est s'engager à avancer à cause de l'amour, alors même qu'on n'a pas de clarté. C'est une sorte de percée de la volonté dans l'incertain, la promesse. Certes, on se porte caution sans être certain, on agit sans savoir vraiment, mais c'est par amour. Et c'est pour ça que c'est une preuve d'amour éminente que de promettre à quelqu'un de le chérir jusqu'à la fin de sa vie. En fait, en promettant, je ne me soumets pas au hasard, je domine le hasard. Prendre la décision, c'est cesser d'être le jouet des circonstances. Je deviens le sujet de mon destin. Donc ça n'enlève pas l'obscurité du futur, mais ça relie le futur et son obscurité à une décision, ici et maintenant. Alors vous voyez, ce qui m'a semblé important ici de montrer, c'est tous ces éléments de langage, tous ces domaines où on voit bien que la famille, la société en général,
est très marquée par la manière dont on va parler ensemble. L'intuition d'Aristote, géniale à mon avis, que l'homme est un animal politique parce que c'est un animal doué de parole. Intuition reprise par saint Thomas disant « L'homme est un animal familial parce que c'est un animal doué de parole ». Merci. Merci Père Thomas pour cette très très profonde réflexion sur voilà, les profondeurs de la parole humaine, sociale.